constructions, dans nos constructions et dans notre rénovation dans les années à venir. Qu'est-ce que représente le biosourcé? Ça représente un matériel, des matériaux qui contiennent du CO2 de par leur nature. Et ce CO2, ben justement, il n'a pas été libéré pour leur fabrication. Il est stocké. Et dans les années à venir, nous allons avoir donc cette contrainte de stocker ce CO2 dans nos modes de construction. Alors, qu'est-ce qui va nous imposer ce stockage d'abord? On a une réglementation thermique, une RE 2020, qui concerne que les bâtiments neufs. Les bâtiments neufs, donc, doivent répondre à une réglementation depuis 2022 qui s'appelle la RE 2020. Elle a été un peu en retard sur son application et elle comporte deux volets, un volet études thermiques et un volet ACV. ACV, c'est l'étude du cycle de vie des matériels et matériaux dans la construction. Ça veut dire qu'on va noter avec des outils qui aujourd'hui sont à notre disposition, qui ont été créés par le CSTB, donc, qui dépendent vraiment de l'État. Donc, ils ont vraiment été évalués. Ce n'est pas de l'à peu près, c'est vraiment du très précis, c'est du scientifique. Donc, ces outils vont nous aider à donner une note à la construction neuve. Donc, je reviens à nouveau sur les motivations de la mise en place de ce biosourcé dans les années à venir. On a aussi les PLU, les collectivités. Je prends tout simplement notre capitale Paris. Aujourd'hui, impossible de faire une construction, une rénovation sans une majorité de biosourcés pour le bâtiment. Et bien sûr, on a, pour les plus motivés, des convictions écologiques, tout simplement, pour aller vers des matériaux naturels et bons pour la santé. Je vais présenter notamment au niveau de tout de suite au niveau de notre RE 2020, notre étude thermique et environnementale qui est mise en place depuis 2022, quelques notions, quelques quantités pour pouvoir comprendre où on va avec le biosourcé. Le biosourcé, donc tout à l'heure, Céline qui m'assiste, je ne sais pas si elle va pouvoir le faire en direct, va pouvoir vous présenter un tableau. Dans ce tableau, en fait, on a tout simplement mis en premier une note. La note, c'est un poids de CO2 d'une construction qui fait à peu près 100 mètres carrés. Et cette construction, aujourd'hui, elle représente un poids de CO2 qu'on va comparer à la réglementation. Cette réglementation, elle va évoluer. Aujourd'hui, on est en 2024. Et Céline, est-ce que le tableau est partagé? Donc, vous voyez en haut du tableau plusieurs échéances, 2025, 2028 et 2031. Ça représente des échéances prévues par la loi pour que la construction neuve, au fur et à mesure, mais un jour, ça descendra sur la rénovation. Donc, cette construction neuve ait un impact de moins en moins fort sur l'environnement parce qu'on va imposer que le CO2 qui a été libéré pour la fabrication des matériels et matériaux soit contraint par une limite de plus en plus forte. Et donc, on a souhaité faire une première approche pour voir où on va dans les années à venir et où se placent les éléments biosourcés dans cette perspective de contrainte environnementale qui, rappelons-le, est pour sauver notre planète, notre environnement et limiter notre réchauffement climatique. Donc, on voit que initialement, on a une note à 553. Alors, pour le moment, on va dire tout va bien, puisque en 2024, notre limite maximum est à 648. Donc, quel que soit, on va dire, le mode constructif, on va s'en sortir. Ça, c'était un souhait du législateur pour permettre au monde de la construction de s'organiser et de se dire comment on va faire, quelles sont les notes, quels sont les outils qui vont nous permettre d'évaluer notre bâtiment. Cet outil, je vous l'ai dit, théorique, c'est le CSTB, mais il s'applique comment? Il s'applique, en fin de compte, avec des fiches qui caractérisent chaque matériel et matériau. Cette caractérisation de matériel et matériaux, elle était initialement faite avec un avis technique. Cet avis technique disait, voilà, vous pouvez mettre en place cet isolant parce que son absorption en eau, sa compression, sa résistance, on vous certifie, elle est bonne, elle est conforme à certains critères, à certains cahiers des charges. Cet avis technique, maintenant, est complété
par une FDES, une fiche déclarative environnementale et sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à une norme européenne qui a été transformée en norme française, on sait évaluer le poids de CO2 de chacun des matériels et matériaux. Que ce soit un panneau solaire, on en entend beaucoup parler puisque les collectivités tapissent certaines campagnes en panneaux solaires. De la laine de verre qu'on met tous bien sûr en isolant, de la laine de bois, du chanvre, tous ces matériels et matériaux qui soient chimiques ou naturels représentent à un moment ou à un autre du CO2 qui a été émis pour leur fabrication, leur transport, que ce soit le transport de la matière première, de la matière finie, et ça va jusqu'à la destruction. Quelle énergie on va aussi dépenser pour la destruction ou son renouvellement, ou son recyclage. Si on parle de bois, ça va être un recyclage et non pas une destruction ou mise en déchetterie. Et donc, on sait aujourd'hui évaluer, grâce aux fiches environnementales et sanitaires, la notation CO2 de chacun des matériaux et matériaux dans une construction, qu'elle soit neuve ou rénovation. On sait faire cette synthèse. Et donc, on peut à tout moment, avec ces outils-là, donner une pertinence de notre système constructif, rénovation, à notre projet. Alors, dans le tableau, vous avez vu, que vous avez encore sous les yeux, vous remarquez que j'ajoute ligne par ligne, voilà ce qui se passe quand j'ajoute de la laine de bois à la place de la laine de verre dans mon mur. Je baisse la note, je vais de 553 à 527. Et là, je deviens conforme à la limite 2025. Et ainsi de suite, je mets de l'isolant biosourcé. Donc, j'ai choisi la laine de bois pour être simple. Après, il y a pléthore. Tout à l'heure, tu nous présenteras l'ensemble de ces, ou l'ensemble, ou une bonne partie de ces matériaux. Et donc, cette progression, vous voyez, cette note CO2 qui diminue, va nous permettre de nous préparer réglementairement parlant, mais aussi de façon efficace de notre construction et de notre rénovation aux enjeux à venir, aux enjeux climatiques. Et on voit qu'en fin de compte, on ajoute des matériaux d'isolation pour remplacer la laine de verre, on améliore la note, et au bout d'un moment, on va devoir carrément changer les éléments structurels. Vous voyez, pour passer de 516 à 507, nous allons maintenant devoir remplacer carrément la dalle du plancher intermédiaire qui est en béton en structure bois. Et à partir de là, si on veut gagner des points, on va carrément toucher la structure bois, la structure du bâtiment. On va remplacer tous les éléments béton au fur et à mesure par des éléments en bois qu'on va bien sûr compléter toujours, non pas par de la laine de verre, mais qu'on devra bien sûr remplir de laine on ne va pas mettre de la laine de verre, on va mettre de la laine de bois, du chanvre ou autres matériaux. Donc voilà là. Et vous voyez, je vais jusqu'à la construction tout bois, et en construction tout bois, je ne vais réussir à être conforme qu'aux ambitions de 2028. Ça veut dire que mon ambition de 2031, aujourd'hui, dans l'état actuel des matériaux qui nous sont proposés, est matériel, parce que le matériel a également une influence. Quand vous mettez une pompe à chaleur, il y a un gaz à l'intérieur qui a un équivalent CO2 en tonnes. C'est-à-dire que vous avez quelques kilos de produits frigorigènes à l'intérieur de votre pompe à chaleur, que ce soit une pompe à chaleur pour faire du chaud, du froid ou de l'eau chaude sanitaire, c'est un ballon thermodynamique, que ce soit l'un ou l'autre des équipements, nous allons avoir des équivalents en tonnes de CO2. Donc ça veut dire que dans les années à venir, il va falloir trouver d'autres solutions de systèmes de chaud ou de froid beaucoup plus performants et bien moins représentants en coût de CO2. Alors, je vais m'interrompre avant de te donner la voix pour savoir si vous avez des questions sur ces notions un petit peu théoriques. Je suis désolé, il fallait passer par là pour bien comprendre comment on va réussir de façon formelle à mesurer ce CO2. Formel, c'est-à-dire on a aujourd'hui des outils scientifiques, on n'est pas dans l'à peu près, on a vraiment de quoi évaluer, que ce soit un champ, je vous le disais, dans la campagne de panneaux solaires, une maison, un immeuble, que ce soit votre bureau, on sait comment aujourd'hui mesurer tout ce CO2.
Voilà, est-ce que Céline, vous avez des questions? Alors tout ça, c'est donc la RE 2020. Donc ces valeurs max, elles ne bougeront pas avec le temps. Elles sont définies dans l'arrêté et elles ne bougeront pas. Par contre, la méthodologie de calcul dans les fiches déclaratives et environnementales et sanitaires, elle va évoluer. Elle dépend déjà d'une norme européenne qui a été transformée en norme française. Et aujourd'hui, les notes dépendent de critères qui aujourd'hui sont connus ou certains inconnus. Mais ça va évoluer puisqu'en fin de compte, je vous ai dit, par exemple, une laine de verre tout classique, la plus connue, la marque la plus connue. On va partir de la matière première, la silice, jusqu'à la matière finie, la laine de verre qu'on va installer sur un chantier. Mais toute cette notion de chaîne de fabrication, au fur et à mesure du temps, elle va être de plus en plus complète. Et en étant de plus en plus complète, on va rentrer des données de plus en plus nombreuses. Et donc, ce poids de CO2 qui aujourd'hui a une certaine valeur va évoluer et sans doute va devenir de plus en plus lourd pour la laine de verre. Et renforçant l'écart et la valeur des biomatériaux, des biosourcés, des éléments biosourcés, parce que eux, eux, c'est le contraire, en connaissant encore mieux leur chaîne de fabrication, ils vont représenter un CO2 de moins en moins fort, contrairement aux éléments chimiques. Et donc, du coup, les max que vous voyez en première ligne de mon tableau, eux ne vont pas évoluer. Mais par contre, la méthode de calcul avec les FDS, elle va rendre les matériaux chimiques, pétrochimiques et biosourcés différents. En fait, ils vont être valorisés différemment dans les années à venir. Est-ce que il y a d'autres questions? C'est bon? Ben, je t'en prie. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Donc, je suis Jérôme Zucconi, le gérant de Loginature. Donc, Loginature, c'est à la fois donc c'est une entreprise que j'ai créée avec mon épouse. C'est à la fois un magasin, un négoce de matériaux biosourcés, où vous pouvez trouver des isolants biosourcés, des peintures naturelles, des enduits à la chaux, des enduits à l'argile, beaucoup de chaux aériennes, hydrauliques. Donc ça, c'est la partie magasin où on vend ces produits-là à des particuliers ou à des artisans. Et on a une partie de l'activité qui est la pose d'isolation sèche. Là, pour le coup, on va isoler des combles perdus avec de la ouate de cellulose soufflée, on va utiliser de la laine de bois pour isoler des rampants, des murs intérieurs. On peut utiliser aussi de la laine de chanvre, du liège dans des cas bien spécifiques. Donc voilà les deux jambes sur lesquelles marche Loginature. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est installé. Alors en 15 ans, il s'est passé énormément de choses dans le domaine du biosourcé. On était un peu considérés comme des huluberlus ou des extrémistes à l'époque. Et puis, on voit que les évolutions nous donnent petit à petit raison. Mais c'est vraiment pour des raisons philosophiques et d'intérêt personnel qu'on a développé cette gamme de produits biosourcés à la base pour des besoins personnels pour rénover nos propres maisons, et on s'est rendu compte que ça répondait de plus en plus à un besoin de la population locale. Il faut rappeler que nous sommes à Falaise, et on est sur un bassin où on a un petit peu de bâtiments. On a des bâtis de la reconstruction, on a aussi du bâti ancien qu'il faut surtout préserver, ne pas abîmer ou empêcher de respirer. Donc tous les matériaux qu'on utilise ont cette vocation d'apporter à la fois du confort pour la maison, pour les habitants, mais aussi pour ne pas déstructurer la maison dans son fonctionnement ancestral. Aujourd'hui, un des principaux produits qu'on utilise, c'est de la laine de bois. La laine de bois, c'est un excellent produit. C'est un produit qui a un très bon coefficient d'isolation, qui a une très bonne capacité de déphasage, d'inertie, de fait de sa masse volumique. C'est un produit dont le prix a petit à petit, alors au tout début, le prix a baissé les premières années. Maintenant, on est arrivé sur des prix qui n'évoluent plus énormément. Et en fait, la crise Covid nous a montré que nos produits nécessitant très peu d'énergie pour être fabriqués, eh bien, étaient très peu impactés ou beaucoup moins impactés par les prix de l'énergie. Donc ça, c'est une des forces aussi des produits biosourcés. Et on constate qu'aujourd'hui, les produits biosourcés, ils sont à des prix tout à fait corrects par rapport à leurs équivalents en industrie, en produits classiques.
Notre cœur de métier, c'est l'isolation des maisons, de l'habitat, donc des maisons neuves ou de la restauration. Et je dois ajouter aussi que nous n'avons qu'une activité de pose de produits biosourcés. On n'a pas d'alternative en produits conventionnels. Et aujourd'hui, la demande des particuliers et de plus en plus des collectivités devient de plus en plus importante sur ce type de solution. À la base, il y a 15 ans, on nous demandait ces produits parce que c'était des produits écologiques. Aujourd'hui, on nous demande ces produits parce qu'ils ont des caractéristiques de confort d'hiver, de confort d'été. C'est-à-dire qu'on a des pièces beaucoup plus confortables sous des combles isolés en laine de bois qu'avec des produits beaucoup plus légers. Donc, c'est vraiment les caractéristiques techniques qui font que les particuliers et que nos clients s'orientent vers ces produits-là. Et on n'a même pas encore parlé de tous ces aspects carbone et captation de CO2. Donc je pense vraiment que ce sont des produits qui ont un avenir vraiment bien tracé devant eux. Et je tiens aussi à ajouter que ce sont des produits qui ne nécessitent pas une compétence particulière pour les poser. C'est pas des difficultés particulières. On a quelques petites astuces de pose à trouver, mais une fois qu'on a pris le pli, eh bien, ce sont des produits qui sont très agréables à poser, très doux, très confortables. Donc pour les compagnons qui les posent, c'est même valorisant de poser ce type de produit. Donc vraiment sur toute la chaîne de pose, ce sont des produits qui sont intéressants. Et je mets aussi de côté le produit, l'origine du produit, on en a parlé tout à l'heure. Bien souvent, ce sont des entreprises qui ont aussi un rôle social, qui vont faire travailler du personnel en réinsertion dans le cadre du processus de fabrication. Donc sur plein d'aspects, les produits biosourcés ont des intérêts et des avantages. Aujourd'hui, on les trouve de plus en plus facilement. L'industrie, la fabrication, c'est vraiment structuré. Il y a des gros groupes qui ont acheté des fabricants de laine de bois, de ouate de cellulose. Donc aujourd'hui, ce sont vraiment des produits qui sont vraiment très très présents dans la grande distribution ou chez nous ou un petit peu partout sur le territoire national. Donc il n'y a plus vraiment de frein pour utiliser des matériaux biosourcés, sauf peut-être un frein un peu psychologique. Quelquefois, on a du mal à passer le cap, mais chez Loginature, en fait, on ne fait que poser du biosourcé et ça n'a jamais été un frein et au contraire, ça a été un élément de différenciation par rapport à des solutions classiques. Donc, j'incite tout le monde à aller vers les matériaux biosourcés. Merci Jérôme. Alors, vous l'avez compris, et Jérôme l'a dit dès l'entrée, son magasin négo, c'est à Falaise. Alors Falaise, bon, c'est pas une grande ville. Donc en fin de compte, on n'est pas en train de dire le biosourcé, c'est pour des quartiers ou pour des gens avec des grands moyens. Non. Il est possible d'utiliser des biosourcés dans tout type de construction, pour tout type de revenus. Et effectivement, aujourd'hui, on est avec des coûts de pose qui sont tout à fait intéressantes parce que on a un matériau qui est très agréable, qui demande moins d'équipements de sécurité et qui peut aussi permettre à plus peut-être de gens aussi de travailler en contact avec ces matériaux parce que la laine de verre pose des problèmes d'allergie. On peut avoir aussi des problèmes de compatibilité entre certains compagnons, l'électricien, le poseur d'isolation, il y en a un qui ne veut pas venir parce que maintenant, mais attends, ta laine de verre, ça me gratte la gorge, ça me gratte les pieds. Et donc, on a des chantiers qui peuvent aussi mieux s'organiser, être plus sympa à la gestion pour un maître d'œuvre. Quelques caractéristiques aussi ajoutées sur le biosourcé dans son aspect carbone. Je crois que j'ai été un peu complet. On a un aspect hygrométrie et confort d'été. Le biosourcé, pour la même résistance thermique, représente un poids, vraiment une quantité de matière qui est beaucoup plus lourde. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour notre problématique à venir du réchauffement climatique. Jusqu'à récemment, la problématique, c'était comment ne pas avoir froid. Bon, même si j'ai ma petite écharpe, hein, parce qu'on est dans un entrepôt, tout de même, j'ai même pas de veste et c'est un entrepôt qui n'est pas isolé. Hein, Jérôme, tu n'as pas isolé Non, encore. non, pas encore, ça va venir. Mais c'est surtout l'été. On s'aperçoit que notre surchauffe, nos surchauffes de bâtiments, l'été, elle est considérable. Et donc, avoir ces matériaux biosourcés qui ont une grosse inertie parce qu'ils ont un gros poids, donc ils ont une capacité à stocker les calories qui rentrent dans le bâti par les fenêtres, par le Velux et autres, ou par les ponts thermiques, ils vont capter ces calories jusqu'à se remplir comme une éponge. Et une éponge, au bout d'un moment, elle est mouillée, puis elle libère l'eau.
Et bien là, le biosourcé, il va faire pareil. Il est lourd, il va capter les calories, et quand les calories rentreront plus par les fenêtres parce que le soleil il s'est couché, il s'est caché derrière les arbres, et vont libérer les calories, mais ce sera le bon moment puisque le soleil ne rentrera pas en plus des calories qui seront redéployées. On pourra ouvrir les fenêtres, c'est le soir. Et donc, c'est ça qui est important dans le biosourcé, c'est sa capacité à retenir les calories et à pouvoir les libérer, ce qu'on appelle le déphasage. Le déphasage du bâtiment va dépendre aujourd'hui beaucoup plus de ces éléments-là que des éléments pétrochimiques qui ont une inertie beaucoup trop légère. Et en plus, comme on veut des bâtiments qui sont isolés, on a moins de ponts thermiques, donc tant mieux, comme ça le froid ne pénètre pas. Mais par contre, on va moins facilement libérer les calories aussi par les ponts thermiques, vers le sens inverse. Donc, on va pouvoir bien les traiter avec ces isolants-là. Et enfin, une caractéristique très importante, alors qu'on soit dans le nord ou dans le sud de la France, chacun de nous libère 22 à 25 litres de vapeur d'eau par jour. C'est-à-dire que cette vapeur d'eau, il faut la libérer. On la libère un peu par la ventilation, qui est plus ou moins fonctionnelle suivant les installations, et on va la libérer par les murs. Et si ces murs sont faits en matériaux biosourcés, ils vont être dans ce qu'on appelle la perspirance, une perspirance importante qui va nous permettre d'aspirer, littéralement aspirer cette humidité et nous permet d'avoir une hygrométrie qui va être entre 50 et 55%. En ayant cette hygrométrie relativement basse, on a une température qu'on va ressentir à peu près égale à la température réelle et donc on va faire des économies d'énergie. Donc vous voyez, le biosourcé, comme disait Jean, c'est de la sécurité, c'est de l'agrément sur un chantier, c'est des prix complètement corrects. C'est du carbone bien absorbé, qui est définitivement dans votre maison et il n'en a pas libéré ou peu pour sa fabrication. C'est une bonne inertie, un confort d'été, c'est une super hygrométrie. Là, on va plutôt rechercher une bonne hygrométrie d'hiver, donc c'est un confort d'hiver qui va vraiment être bon. Donc, en fin de compte, le biosourcé, je dirais, c'est quasi le couteau suisse de nos constructions et de nos rénovations. Quoi dire d'autre? Ayez la curiosité de voir un petit peu autour de vous ce que vous pourriez trouver en biosourcé. À chaque fois que vous avez un projet, vous dites, j'ai la laine de verre, mais qu'est-ce qui pourrait exister d'autre? La laine de verre, j'ai des ourdis polystyrène, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? J'ai une dalle en béton, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? J'ai une dalle alors en béton intermédiaire, en béton plancher bas, comment je pourrais faire autrement? Et donc en fin de compte, on va s'apercevoir que vous allez vous apercevoir qu'on a plein de solutions différentes et vous allez avoir la curiosité, vous pourrez avoir la curiosité après, je vais aller peut-être un petit peu plus loin. Oui, j'ai cette solution biosourcée, mais peut-être est-ce que le béton de chanvre ou mélangé avec de la paillette de lin, est-ce que je pourrais remplacer? Et quel est mon prix? Et en fin de compte, on va au fur et à mesure, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, je vous ai dit, hein, d'ici 2028, on a un peu de solution. 2031, on n'a pas de solution. Donc ça montre bien que aujourd'hui, nous, bureau d'études, on n'a même pas de solution tout cuit à vous proposer pour 2031. Donc il y a vraiment de la part de nous tous, une réflexion à avoir et chacun va participer à l'évolution du bâti dans l'urgence climatique d'aujourd'hui. Eh bien, je te remercie Jérôme, je vais me mettre, on va répondre hein, aux questions de nos internautes si vous souhaitez nous poser des questions. Allons-y. Alors, Céline me retranscrit des questions qui peut-être vous lui ai posées par oral, mais ça ne marche pas. Si ça va. Bon, on y va. C'est parti. Je ne comprends pas pourquoi on parle uniquement de CO2 en évoquant les matériaux biosourcés. N'y a-t-il pas un avantage pour la nature et pour notre santé? Oui, c'est tout à fait. Il y a encore plein d'autres avantages qu'on n'a pas énumérés sur le biosourcé. Bien souvent, on utilise des produits qui sont meilleurs pour notre santé de par les produits qu'ils contiennent pour leur fabrication. Alors, on n'a pas de formaldéhyde dedans, on n'a pas ou peu de COV ou des COV qui sont issus du produit lui-même et pas des COV issus de la pétrochimie. Donc, pour la santé, on peut considérer que ce sont des produits qui sont bien meilleurs.
Ils sont meilleurs, comme tu le disais tout à l'heure, en termes de régulation d'humidité. Moi, je trouve aussi un intérêt énorme à l'utilisation de ces matériaux, c'est qu'en fin de vie, on pourra très facilement les remettre dans le circuit. Moi, j'aime bien décrire un matériau biosourcé comme étant un matériau qui vient facilement de la nature et qui retourne facilement à la nature, sans polluer la nature. Euh, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, quand on mettait des laines minérales, on en mettait une faible épaisseur. Et aujourd'hui, quand on emmène ça aux déchetteries, eh ben on est bien embêté parce qu'on remplit les bennes de déchetterie avec ces épaisseurs qui étaient faibles à l'époque. Dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand il faudra emmener ces laines minérales, où maintenant on en met des épaisseurs de plus en plus importantes, alors bien sûr, on nous informe, on nous dit que ces laines minérales seront recyclées, qu'il y aura un circuit de recyclage. Aujourd'hui, personnellement, je ne le connais pas, mais je me pose quand même cette question-là. Donc voilà, il y a encore plein d'autres arguments ou avantages des matériaux biosourcés. C'est pour ça que j'avais raison. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure que les F2S d'aujourd'hui ne sont pas les F2S de demain. C'est-à-dire que dans les limites 2024, 2025, 2028 et 2031, nous allons voir que les systèmes, les matériaux pétrochimiques vont être de plus en plus lourdement notés parce la norme évolue et va imposer de plus en plus de critères à prendre en compte dans la fabrication de l'élément pétrochimique, de l'élément de l'isolant ou autre. Et en fait, cet écart va vraiment s'agrandir. Si aujourd'hui il est assez faible, alors après, il y a quand même des choses qui sont plus ou moins bien vérifiées. Le problème, c'est que c'est un système d'autodéclaration, donc on a une méthodologie de calcul, et c'est chacun des fabricants qui, s'engageant à suivre la méthode de calcul, dit bah, c'est bon, voici la note pour mes matériaux. Donc ça, c'est aussi le système de contrôle, l'organisation de l'enregistrement de ces fiches dans la base INIES, INIES. Donc si vous voulez aller voir cette base, vous tapez base INIES et vous allez trouver un bon nombre de fabricants de matériel et matériaux ayant réalisé ces études. Donc ces fiches CFDES, vous avez raison. Aujourd'hui, elles mettent peut-être pas assez en exergue les matériaux biosourcés parce qu'elles se valorisent un petit peu, elles jouent un petit peu elles jouent un peu des coudes. Mais dans les années à venir, ça va sérieusement s'écarter parce que la norme évolue et que même sans la réelle évolution de la norme, la prise en compte des critères sera avec des moyens de calcul et de méthodologie de calcul mieux pris en compte et vous allez voir que ça va vraiment s'écarter. Juste une F2S est valable 5 ans. Donc, toutes celles que vous voyez actuellement, c'est dans 5 ans qu'elles seront recalculées. Donc, certains préfèrent des fois retarder le calcul parce que la fiche dite par défaut, la fiche collective, leur est plus avantageuse que leur propre fiche. Ouais. Comment sont traités les matériaux biosourcés contre les nuisibles? Ben malheureusement, les nuisibles sont des êtres vivants, un peu comme nous. Et donc, on pourrait mettre des traitements extrêmement agressifs contre les nuisibles, mais ça voudrait dire que nous, en tant qu'habitants de cette maison-là, on serait aussi impactés. Donc c'est toujours la question de savoir jusqu'où on va protéger les produits. Après, on va essayer d'adapter les produits en fonction de l'usage dont on va en faire. Quand on a par exemple une maison où on a énormément de nuisibles, on se dit je vais avoir des rongeurs dans ma maison, on va plutôt aller vers des laines de chanvre. Le chanvre est connu pour être une fibre très très résistante contre les rongeurs. C'est pour ça que les cordages étaient faits en chanvre dans le temps sur les bateaux. Donc on va plutôt essayer d'anticiper cette venue des nuisibles en essayant de boucher le plus possible tous les trous ou les accès et en utilisant les matériaux qui sont le plus adaptés aux nuisibles.
Alors, quand on est sur de la ouate de cellulose, par exemple, on a, alors les fabricants sont un peu frileux pour nous donner la composition de leurs produits de traitement, mais on a des équivalents de sel de bore qui constituent les traitements pour la ouate de cellulose, qui est un répulsif naturel contre les rongeurs. Et les rongeurs, ils ont aussi l'habitude de se déplacer avec leurs truffes, et quand on a une sorte de poussière qui va se balader dans les isolants, comme c'est pas leur repère dedans. Donc souvent les rongeurs, en fait, dans les laines minérales, ils se baladent. Alors ils se baladent dans la laine minérale, mais ils vont aussi entre le placo et le papier craft. Donc là, ça leur fait vraiment une galerie super intéressante pour vivre dedans. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de traitement hyper efficace, puisque encore une fois, on traite très fortement le produit. Donc voilà la réponse que je peux vous apporter. Et c'est vrai qu'il faudrait pas que l'élément naturel, on parlait de l'avantage biosourcé sur son agrément de vie et même pour les compagnons, soit négatif parce qu'on lui donne un traitement pour pallier sa sensibilité aux nuisibles. Mais une pause normale, par exemple, on isole par l'extérieur, on a une grille anti-rongeur à l'extérieur du bardage, par exemple. Donc, si la peau déjà elle est conforme, il y a peu de chances que le nuisible il rentre dedans. Donc, ça va être peut-être plus de vigilance pour le maître d'œuvre dans la mise en œuvre, dans la vérification de la mise en œuvre des matériaux que dans le choix d'un matériau traité chimiquement. C'est bon, Jérôme, toi qui poses. Oui. Alors, c'est vrai que souvent on se dit, on a notre paroi isolante, et puis là-dedans, on va faire passer un peu toutes les gaines. On va se balader, on va faire passer nos gaines électriques, nos tuyaux, etc. On va percer la membrane par vapeur quand il y en a, et puis ça ira très bien comme ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de dissocier chaque partie. On a l'isolant qui est dans une ossature, on a notre membrane d'étanchéité qui est là pour faire l'étanchéité à l'air et la protection à l'humidité de l'isolant. Et ensuite, devant tout ça, on vient mettre un vide technique qui est composé soit d'une contre-ossature en rail de 48 ou un tassotage. Là. Voilà. On peut avoir des tasseaux. Voilà. Donc on a notre laine, la membrane d'étanchéité qui est collée sur l'ossature métallique, et on a un vide technique ici qu'on va déterminer en fonction de ce que l'on a à passer. En général, c'est un vide qui va faire 30 mm, dans lequel on peut passer les gaines électriques, des tuyaux de chauffage. Et l'avantage de ce vide-là, c'est qu'on va pouvoir percer le parement sans entailler la membrane. Donc on dissocie bien toutes les couches de notre millefeuille. Parce que sinon, on a un petit mélange dans lequel il se passe un petit peu tout. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui est apprécié aussi des électriciens et des pompes chauffagistes, parce qu'ils ont vraiment un vide qui leur est dédié. Et donc, et ça permet aussi de ne pas perturber l'isolant. Et je compléterai que nous, au bureau d'études, on est là aussi pour travailler avec l'architecte, le maître d'œuvre dans la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut le moins possible, si on parle par exemple de réseaux de ventilation, avoir des réseaux qui parcourent le bâtiment sur des parties horizontales importantes. Pour deux raisons. D'une part, parce que il va falloir faire des coffres, parce qu'on ne peut pas non plus faire des plénums ou des creux importants. Et deuxièmement, plus il y a de longueur de gaine de ventilation, plus la perte de charge est importante. Donc on va abaisser notre efficacité de ventilation. Donc il y a aussi une conception des pièces d'eau, du bâtiment avec ces pièces d'eau qui doit être le plus possible en cohérence pour les resserrer, pour diminuer les réseaux, pour avoir une gaine verticale de distribution, diminuer le réseau de ventilation, diminuer les risques de perte de charge, augmenter l'efficacité de la ventilation, le passage d'air et la maîtrise de l'hygrométrie. Céline, il y a d'autres questions? Parmi les isolants biosourcés, quels sont ceux recommandés pour l'isolation extérieure, donc ceux qui sont complètement exclus? Je te laisse. Je peux en faire une partie. Eh ben, vas-y. Sur l'extérieur, on a
plusieurs types d'isolants. Vous savez qu'en chimie, en pétrochimie, on peut avoir de la laine de verre, de la laine de roche, du polyuréthane. Pour le biosourcé, n'importe quel produit peut aller, on va dire, à l'extérieur, du moment qu'il est correctement posé, qu'il soit protégé de l'humidité avec un film donc, spécifique. Je disais tout à l'heure qu'il y a une grille anti-rongeur, qui est un espace de ventilation en partie inférieure, en partie supérieure qu'on ait un débord, un chéneau qui soit correct et qui n'y ait pas un écoulement de la goutte d'eau. Donc, en fin de compte, ce qui va nous faire choisir l'élément extérieur, ça va être, pour si on parle d'une rénovation notamment, ça va être l'analyse du point de rosée. C'est-à-dire que on va avoir une migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur. Cette migration de la vapeur d'eau vers l'extérieur, elle doit être contrôlée pour pas que l'eau condense dans l'isolant. Donc, suivant le matériau qu'on va mettre, qu'on va avoir, un agglot, de la brique, de la pierre montée à la chaux aérienne, à la chaux hydraulique, du calcaire, du granit monté au mortier. Donc, vous voyez que, alors bien sûr, on se dit, si j'ai une belle maison en pierre, je ne vais pas mettre un isolant par extérieur. Bon, je ne sais pas l'état du mur, hein. Mais on voit que le choix de l'isolant à l'extérieur, il y a quasi aucun interdit, du moment qu'il est bien posé et du moment que le calcul du point de rosée valide cet isolant-là. Il ne faut pas que la vapeur qui passe de l'intérieur vers l'extérieur se retrouve un moment dans cet isolant et condense, parce que cet isolant va freiner l'évacuation de cette vapeur au-delà de celui-ci, c'est-à-dire dans l'espace, dans le plénum de ventilation. Et après, en bardage, comme on a tout type de bardage, on peut avoir du bardage bois, mais on peut avoir des plaques d'époxy. Donc, on peut très bien mettre du biosourcé d'un côté et une plaque époxy après pour protéger, pour une raison aussi pour les écoles de dureté par rapport au coup de ballon. Donc, tout ça fait que, j'insiste vraiment, c'est le calcul du point de rosée qui va faire le choix d'un matériau. Ça, c'est vraiment très important. C'est peu fait aujourd'hui et c'est le seul critère qui pourrait vous faire pencher pour une solution plutôt que pour une autre. Que ce soit de la fibre de bois molle, que ce soit des plaques dures, qu'importe. C'est vraiment le point de rosée qu'il faut que vous demandiez en priorité pour valider votre solution. Aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si les fabricants sont déjà, je pense qu'ils sont penchés sur ce sujet-là, du recyclage du polyester ou de la séparation. Il faut rappeler que les laines végétales, bien sûr, on a 90% de végétal dans les laines, mais on a aussi un liant polyester, bien souvent issu du recyclage, parce qu'on a besoin d'un liant. La fibre de bois ou la fibre de chanvre elle-même ne pourrait pas se tenir. Il y a des essais qui ont été faits avec des fibres d'amidon, admettons, pour remplacer les fibres de polyester. Et il s'est avéré que ces fibres d'amidon, au fur et à mesure du temps, se dégradaient. La molécule d'amidon, au contact de l'eau, perdait ses qualités liantes. Donc voilà pour la fabrication des produits. Pour le recyclage, la remise en circulation des laines de bois ou des laines de chanvre, aujourd'hui, il n'est pas question de prendre des anciennes laines de bois et de les mettre dans la nature comme ça, parce que en effet, on balancerait du polyester dans la nature et dans les rivières. Donc, j'ai pas cette réponse-là pour savoir si un tri, si une séparation des fibres va être réalisée. C'est une c'est une question qui est sûrement issue des premières ouates de cellulose. À la base, les ouates de cellulose étaient traitées avec du sel de bore. Le sel de bore était un très bon produit, utilisé de tout temps. Et un jour, comme ça, il y a une réglementation qui est arrivée sur le marché qui a dit stop, il faut plus de sel de bore dans les watts, zéro sel de bore. Et bizarrement, il y a un fabricant industriel qui nous a sorti une ouate de cellulose sans sel de bore avec un avis technique dès le lendemain.
Ça, c'est c'est la petite histoire de la ouate de cellulose. Mais pour en revenir au sel de bore, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive REACH, qui impose des taux de sel de bore et puis de tous les produits qui constituent les produits traitants. Et de mémoire, il faut qu'il y ait moins de 4,5% de sel de bore dans les produits isolants, ce qui est le cas pour la ouate de cellulose. Donc, le sel de bore à haute dose peut être dangereux. Il est connu pour être un produit toxique pour la reproduction humaine, mais à forte dose. Le sel de bore, il y en a dans du sérum physiologique pour se rincer les yeux. Donc c'est toujours une histoire de proportion. Bon, pas de questions supplémentaires, Céline? Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Jérôme de nous avoir accueillis dans ton négoce et puis pour toutes ces explications qui rendent la chose plus concrète sur le biosourcé, parce qu'on entend beaucoup parler. Et vous l'avez compris avec les limites que je vous ai montrées, ça va être vraiment l'enjeu de demain. Et tant mieux parce que c'est meilleur pour la santé, meilleur pour votre bâtiment. Et Jérôme l'a dit tout à l'heure, c'est aussi du social, c'est du local. Donc, dans cette perspective d'emploi que l'on cherche tous à développer en France, de développement économique, eh ben, ça va soutenir tous les emplois, les entreprises et tout un ensemble de filières qui, j'espère, vont se développer à cette occasion-là. Merci beaucoup et je vous dis dans 2 mois pour le prochain webinaire et on vous invitera avec un nouveau sujet. Et merci à Céline pour l'intendance. Merci.